Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à cette deuxième rencontre Altares. Je suis Laurent Luce, je suis ravi d'animer cette session aujourd'hui, cette prise de parole autour de la RSE, autour de la CSRD. Quel impact cette nouvelle réglementation vont-elles avoir sur les entreprises? Avec, avant quelques chiffres, avant de présenter nos invités. D'abord, sur les entreprises françaises, nous avons un chiffre issu du baromètre ESG d'Altares. 37% des entreprises en France ont aujourd'hui un engagement fort en RSE. Ce calcul est basé sur les entreprises françaises avec une note de 1 à 5. Nous voyons également que les secteurs d'activité comme le bâtiment, les services, la finance, évidemment, j'ose dire, sont inscrites fortement dans cette démarche avec une inclinaison très forte sur la partie sociétale et la partie gouvernance. Alors, partie gouvernance, ça dépend des tailles des entreprises. Entre les PME, les ETI, les grands comptes, là, il y a des différences. Et également de la place de ces entreprises dans le processus achat, qu'elles soient donc donneurs d'ordre, grands comptes, PME, rang 1 ou rang 2. On voit que leur rôle sur la partie RSE est très différente. Alors, on en a souvent parlé. Est-ce que ces nouvelles réglementations sont des énièmes pensums, des énièmes tâches qui incombent aux entreprises? Y a-t-il des opportunités? Nous le voyons en tout cas chez Altares dans les différentes études que nous animons, et évidemment sur nos clients. Mais on va en parler dans cette session avec trois invités. Franchement, j'ai eu un plaisir à préparer cette émission avec nos trois invités. Tout d'abord, Pierre Pellouzet, médiateur de l'Observatoire des achats responsables, l'OBSRA pour les intimes, c'est ça? Alors, médiateur des entreprises et président de l'Observatoire des achats responsables, effectivement. Et également dépendant du ministère de l'économie et des finances pour la partie médiateur des entreprises. Tout à fait. Ok, ravi Pierre de pouvoir échanger avec vous. François, directeur général de Pacte PME, professeur à l'ESCP Business School également, et chargé auprès du gouvernement sur le partage de la valeur. Ça, vous nous parlerez également de tout ça. Bonjour Laurent. Merci, merci. Et puis Paola Fabiani, je suis ravi de vous accueillir, Paola. Bonjour. Donc, vice-présidente et porte-parole du MEDEF, en charge notamment de l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat que vous avez évidemment bien mené, puisque vous êtes présidente et fondatrice de Wiscom. On parlera également du rôle de Wiscom, notamment le centre de contact. Alors, je le disais, CSRD, CSDD, RSE, devoir de vigilance, de nombreuses réglementations qui aujourd'hui, il faut être clair, sont prises par les entreprises de manière assez différente et essentiellement pour la partie achat. Alors, d'abord, on va regarder dans un premier temps avec vous, François. Ces réglementations concernent essentiellement les ETI, les grandes PME. Néanmoins, comment ces réglementations ruissellent-elles vers les PME si elles le font aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'en matière de RSE, les PME ne peuvent pas raisonnablement dire qu'elles croulent sous les normes. On sait qu'elles se plaignent régulièrement de la complexité administrative. En l'occurrence, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation directe qui s'impose à elles en matière de responsabilité sociétale et environnementale, mais vous avez raison de le dire, par ruissellement, c'est-à-dire par effet cascade, finalement, elles sont quand même sommées de s'adapter aux exigences qui s'imposent par ailleurs aux grands groupes. Les exigences en matière de reporting extra-financier sont en train, je dirais, de s'envoler, notamment sous l'effet de l'entrée en vigueur prochaine de la directive CSRD. Et c'est vrai que chaque grand donneur d'ordre va avoir tendance à s'adresser à ses co-traitants. Je préfère ce terme à celui de sous-traitant en tant que DG de Pacte PME, parce qu'on est à la recherche d'une relation équilibrée entre les grands et les moins grands. Mais c'est vrai qu'il va y avoir cet effet finalement en cascade de solliciter les PME pour leur demander également d'adapter et de renforcer, soyons très clairs, leur reporting extra-financier, de se doter de tableaux de bord, de vérifier qu'il y a des actions qui sont menées à la fois sur le segment environnemental et sur le segment sociétal. Donc il faut s'attendre quand même à des impacts pour les PME qui, effectivement, n'ont pas, en ce début d'année 2024, une trésorerie extrêmement confortable. Quand on regarde la dernière enquête de BP
BPI France, le hub, on voit que les prévisions d'activité quand même pour l'année sont pas très très bonnes et que dans ce contexte, les entreprises vont hésiter à investir et on peut toujours craindre finalement que le sujet de la RSE reste un peu en dessous de la pile par rapport aux priorités qui sont déjà de faire face aux chocs successifs que les PME françaises doivent affronter depuis la crise sanitaire. Alors qu'on le verra, pas mal de grands comptes s'adossent sur leur réseau de co-traitants pour leur démarche RSE. Pierre, sur la partie achats responsables, d'abord quelques mots sur l'Observatoire des achats responsables pour présenter cette structure. Bien sûr, l'Observatoire des achats responsables qui existe maintenant depuis 12 ans a pour vocation déjà à observer, c'est-à-dire regarder, mesurer tous les ans la montée en puissance des achats responsables. Je peux vous dire que quand il y a 12 ans on a commencé, les achats responsables c'était un peu un truc bizarre. On se demandait ce que les acheteurs allaient faire dans la responsabilité. On leur demandait surtout d'aller négocier 5% de plus tous les ans auprès de leurs fournisseurs. Heureusement, ça a bien évolué. Donc un baromètre tous les ans qui montre l'extraordinaire évolution de la notion de responsabilité dans les achats, et puis un think tank, c'est-à-dire évidemment des groupes de travail pour continuer à faire progresser la connaissance des achats responsables auprès des acheteurs et des fournisseurs. En complément, en tant que médiateur, on a aussi la chance de mener d'autres études sur la RSE. On en mène une avec Ecovadis qui est intéressante parce qu'elle va répondre un petit peu au sujet qu'on a évoqué. Elle montre que les entreprises françaises sont dans les 5 premières mondiales au niveau de la RSE. C'est-à-dire que toutes ces normes qui vont devoir s'appliquer partout dans le monde, nous, pour beaucoup, on les applique déjà. Et donc, ça va donner plutôt un avantage compétitif à nos entreprises plutôt que de leur enlever quelque chose. Donc, il faut aussi, un, miser sur les achats responsables, et c'est ce qu'on fait avec l'Obsar, et deux, que les entreprises y aillent plutôt en confiance en se disant « j'ai un avantage parce que, de par les lois, de par l'évolution de la société française, nous faisons déjà énormément de choses ». Vous parliez du positionnement de la France. Dans le baromètre Altares, je regarde mes notes, sur 188 pays analysés, la France se positionne comme en 47e position, qui n'est pas trop mal par rapport aux critères et aux aspects RSE. Pierre, si on reste sur la partie achats responsables, on évoquait la charte des achats responsables. Vous me disiez, lorsqu'on a préparé cet échange, que c'était un vecteur de propagation de la RSE. C'est intéressant de voir cet angle entre la charte de l'Observatoire des achats responsables et puis, j'utilise toujours ce terme-là, le ruissellement sur la partie RSE. Dites-nous en plus. Alors, comme j'ai deux casquettes, je bascule d'une à l'autre. Oui. La charte et le label dont je vais parler, c'est le parcours national des achats responsables qui, lui, est porté par le médiateur des entreprises en collaboration avec le Conseil national des achats. Voilà, je précise pour, bien entendu, l'Obsar travaille complètement sur cette base aussi, mais les deux porteurs sont la médiation et le Conseil national des achats. Pourquoi on a pris les achats responsables? Effectivement, on s'est dit c'est un porteur formidable de RSE, pour une raison simple. Quand un grand donneur d'ordre, un grand acteur public ou privé se met à être responsable et à faire des achats responsables, évidemment, ses fournisseurs de rang 1, eux aussi, se disent « moi aussi, je dois être responsable pour répondre à mon grand client », et puis le rang 2, et puis le rang 3, etc. Vous parlez de ruissellement tout à l'heure, c'est effectivement ce qui se passe et ce qu'on constate. On voit par ruissellement l'effet de nos outils. Alors, je rappelle ces outils, donc une charte d'engagement avec 10 bonnes pratiques sur les achats responsables. Ça, c'est je rentre dans le parcours. Et il y a plus de 2500 acteurs publics et privés qui sont aujourd'hui rentrés dans ce parcours. Et puis, petit à petit, on vous donne des outils de diagnostic, des outils d'aide à l'évolution, des outils pour partager entre vous sur les sujets d'achat responsable, et on vous amène vers la labellisation. La labellisation, c'est quoi? C'est être audité par un tiers extérieur qui va certifier que vous respectez une norme. Parce que la France a porté une norme mondiale sur les achats responsables, la norme ISO 20400. Et donc notre label, bien entendu, s'appuie sur la norme ISO 20400. Donc nos plus de 100 labellisés aujourd'hui peuvent dire « nous suivons les recommandations de cette norme ISO 20400 ». Fini l'acheteur qui ne sourit pas et qui va négocier ses X%. Et il continue à négocier aussi, mais il ne fait pas que ça, loin de là, oui, et oui. C'est très bien. On le voit bien chez nos clients. Quasiment plus de la moitié des clients qui ont les solutions ESG d'Altares sont des directions achats. C'est passionnant d'échanger avec eux là-dessus. François, on revient sur la partie PME. Elles ont conscience de la partie réglementation. Et à quel niveau? Parce que CSRD, il y en a pas mal.
par contre, vous disiez que c'était pas forcément... Est-ce que c'est en fin de compte une priorité? Est-ce que la partie RSE... Et j'entends les enjeux géopolitiques, on en parlait juste avant l'émission, l'inflation, les problèmes de ressources humaines, hein, on sait parfaitement, la compétition. Est-ce que ce sujet de RSE est quelque chose qui anime, je ne vais pas dire qui préoccupe, qui anime les PME, je ne vais pas dire quotidiennement, mais au moins une fois par semaine? D'abord, si on veut avoir une appréhension un peu globale des choses, il y a toujours, vous savez, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Sur le verre à moitié plein, on se rend compte qu'on a 84% des dirigeants qui se disent avoir en effet pris conscience de l'utilité, voire de la nécessité de passer à l'action sur le sujet RSE. Par contre, le verre à moitié vide, c'est qu'on a, d'après notamment une étude de BCG Argos de la fin de l'année dernière, seulement 11% des entreprises, cette fois-ci je parle à l'échelle européenne, qui ont vraiment structuré une politique de transition environnementale, sociétale. Donc il y a quand même un gap entre les deux. Ce gap n'est plus un gap de conviction, mais je dirais un gap de moyens. Dans le contexte que vous avez rappelé, géopolitique, macroéconomique, jadis, mais il n'y a pas si longtemps, sanitaire ou pandémique, on voit que les choses se sont complexifiées pour nos entreprises et qu'elles sont pleines de bonne volonté, mais qu'elles ne peuvent pas tout faire à la fois. Et en fait, autant du côté des grandes entreprises, je dirais que la bascule sur le sujet RSE est à peu près intervenue vers 2018-2019, autant vers les PME, cette bascule est beaucoup plus récente, souffre du fait qu'effectivement il n'y a pas d'obligation réglementaire, on ne va pas non plus le redouter et le stigmatiser, mais néanmoins ce n'est pas un élément qui pousse à l'action. Et ce qui pose de plus en plus de problèmes, c'est d'arriver à bâtir une politique RSE, non seulement quand on est face à des chocs conjoncturels, mais qu'en plus, dans une entreprise par exemple de moins de 50 salariés, ce qui est quand même le cas d'une grande majorité de nos PME, on n'a pas de patron RSE, on n'a pas les moyens. Donc du coup, on se demande, quand on s'engage dans un tel dispositif, qui va le piloter en interne. On ne peut pas ou on ne veut pas complètement investir parce que, je vais vous donner simplement l'exemple d'un bilan carbone qui peut être réalisé. C'est quand même plusieurs milliers d'euros qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir procéder finalement à une évaluation de ces émissions carbone. Et derrière, on sait qu'une fois qu'on a fait un état des lieux, c'est pour essayer de corriger sa trajectoire. Et corriger sa trajectoire, c'est faire des investissements technologiques. Et là, on ne parle plus de milliers d'euros. On parle parfois pour des PME industrielles d'une certaine taille qui ont plusieurs sites, de plusieurs centaines de milliers, voire de plusieurs millions d'euros. Donc il y a aussi un décalage en termes de moyens. Et puis enfin, pour terminer, je pense que tous les dirigeants de PME n'ont pas encore pris conscience que derrière les contraintes que représente le passage à l'acte RSE, il y a aussi des opportunités. Et c'est le fait de pouvoir changer de modèle d'affaires. C'est le fait de pouvoir innover. Il y a des cycles d'innovation technologique qui se sont raccourcis. Les cycles d'innovation environnementaux sont en train de se raccourcir aussi. Et pour un patron de PME, le fait de pouvoir en effet afficher la couleur verte, c'est évidemment une opportunité business, notamment dans le cadre de la relation avec les grands comptes, parce que, je vais vous en donner un seul exemple, de plus en plus, les grands comptes adaptent leur grille d'appel d'offres pour inclure des critères carbone. Donc, le fait de s'engager dans une démarche RSE, procède non seulement de l'acte de foi, et d'un certain acte de bravoure, parce qu'il faut des moyens pour mettre en place, mais aussi d'un acte business finalement assez réaliste, de se dire, si je veux maintenir et développer mes affaires demain, eh bien, il faut que je me présente sous le visage de performance extra-financière la plus forte possible. C'est intéressant, puisque on le voit nous, dans ce baromètre d'Altares sur la partie RSE, la position des PME, elles ont un score qui est assez intéressant, mais surtout porté par l'angle sociétal, j'allais dire évidemment, et par la gouvernance également, petite structure, donc facile à manager, mais il faut vraiment évidemment faire le premier pas. François, on va rester avec vous. J'ai une question, c'est est-ce que cette RSE aujourd'hui, qui est activée par les PME, rééquilibre le lien entre la PME,
son donneur d'ordre et éventuellement le grand compte. Par contre, ma question, moi dans mon esprit, la PME subit le grand compte, même si je pense que Madame Fabiani va nous donner un autre éclairage. Mais est-ce que ça rééquilibre la chaîne de valeur en fin de compte? Au fond, vous savez, les choses ont quand même beaucoup évolué en un peu plus de 10 ans. À l'époque où on a créé la médiation des entreprises côté public, qui est aussi l'époque à laquelle on a créé Pacte PME côté privé, avec l'idée de fluidifier les relations entre les entreprises au sein des filières, on partait d'assez loin. On partait d'un climat de méfiance, voire de défiance, où effectivement les plus petits se sentaient parfois un peu mal aimés, parfois même carrément opprimés par les plus grands. 15 ans plus tard, on est quand même dans une dynamique de co-développement à l'international, dans une dynamique de co-innovation. On voit que les innovations majeures ne se font plus par les grands comptes, mais par un dialogue qui s'établit entre les grandes entreprises, les laboratoires de recherche, les PME et les start-up. Dans ce contexte-là, la performance extra-financière est devenue un complément de ce dialogue. Et de plus en plus, je le disais un petit peu tout à l'heure, une condition qui va permettre aux PME demain de consolider leur dialogue et, pour le dire clairement, leur marché avec les grands comptes. Bien évidemment que le grand compte a une appréhension beaucoup plus large de la performance de la PME qu'il a en face de lui. Évidemment que la performance industrielle, la performance commerciale, la capacité à délivrer dans les temps, c'est important et ça restera toujours dominant. Par contre, une PME qui réunirait ses qualités mais n'aurait pas fait ce travail de mise à niveau sur la partie sociétale et environnementale risque de se voir très clairement exclu demain, et probablement que l'entrée en vigueur de la directive CSRD et finalement de cette pression qui est en train au niveau européen de s'abattre, de s'exercer en tout cas sur les PME de façon indirecte, les PME cotées de façon directe et les PME non cotées de façon plus indirecte, eh bien va aboutir à un vrai changement d'état d'esprit. Et je n'en doute pas personnellement, un passage à l'acte. Alors simplement ce passage à l'acte, je crois qu'il faut lui donner un coup de pouce. Il faut aussi trouver les dispositifs d'accompagnement. Le ministère a recensé en fin d'année dernière, sous la tutelle de la ministre Olivier Grégoire, 3400 aides publiques qui existent rien que sur la dimension environnementale et qui représentent plus de 2 milliards d'euros. La grande difficulté dans notre pays, c'est pas de mettre à disposition des aides publiques, on le fait très bien. Par contre, la grande difficulté, c'est de permettre l'accès à ces aides publiques de façon lisible pour les entreprises, qui renvoie complètement à l'actualité sur le nouveau choc de simplification que le législateur a prévu d'envoyer en direction des entrepreneurs. Je crois que ce sera très utile. Ouais, vous avez raison, je reviens sur ces donneurs d'ordre, ces grands comptes qui sélectionnent leurs co-traitants avec notamment ce score de RSE. C'est aujourd'hui l'usage principal des clients Altares. Alors, Pierre, on va porter un regard sur la supply chain, sur les rangs 1. Et ce qui m'intéresse lorsqu'on a préparé cet échange, c'est l'aspect positif sur la manière dont la RSE se déploie de manière verticale et horizontale. Vous pouvez nous en parler, je trouve ça extrêmement intéressant. Bien sûr, avec plaisir. C'est un angle positif de la RSE. Tout à fait. Il faut voir que notre point de départ à la médiation, c'est recréer de la confiance entre les acteurs économiques. Ça rejoint un petit peu la question que vous posiez à François tout à l'heure. Voilà. Comment est-ce qu'on fait mieux travailler les entreprises ensemble ou les entreprises et les acteurs publics ensemble? Donc on fait des milliers de médiations partout sur le territoire, sur toutes les difficultés, les conflits qu'il peut y avoir. Et on a développé cet outil de charte et de label. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que notre outil s'appelle relations fournisseurs et achats responsables. On a bien ces deux dimensions. Les achats responsables, vous en parliez, le côté environnemental, le côté social, est-ce que je fais travailler le monde du handicap, le monde de l'insertion, mais il y a aussi tout ce côté relations fournisseurs qui est fondamental, qui est pour moi un des piliers aussi de la responsabilité et des achats responsables, et c'est là-dessus que se base notre charte et notre label. Et effectivement, une fois qu'on a dit ça et qu'on voit le déploiement assez formidable aujourd'hui et l'appétence en particulier depuis 3-4 ans, j'ai donné quelques chiffres tout à l'heure, mais il faut savoir que le nombre de labellisés a doublé entre 2019 et aujourd'hui. Donc on a eu vraiment une explosion du nombre de labellisés et du nombre de signataires de charte de la même manière. Ce déploiement se fait effectivement
principalement de deux manières. De manière verticale, comme on le décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire un grand compte, les rangs 1, les rangs 2, etc., etc., mais aussi de manière horizontale. Quand vous êtes, je vais prendre un secteur pas complètement au hasard, quand vous êtes une banque aujourd'hui et que vous voyez que tous les réseaux bancaires sont aujourd'hui labellisés, vous dites si je suis la seule à pas l'être, ça va pas aller, ce ne sera pas normal. Tous les gens autour de moi, que ce soit mes clients, que ce soit mes investisseurs, que ce soit mes adhérents en fonction du système que j'utilise, ne vont pas comprendre que je sois la seule banque à ne pas être labellisée. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quasiment tous les grands réseaux bancaires sont embarqués dans le label. Donc voilà, on a par capillarité verticale et horizontale ce mouvement vers les achats responsables et je trouve ça formidable. Ce qui amène... même pour certains encore un avantage concurrentiel, on peut même aller jusque-là. Pourquoi on va faire de la RSE, on le disait tout à l'heure, surtout quand on a une petite entreprise. Il y a plusieurs raisons. On suit les règlements. OK, ça, tout le monde suit les règlements, tout le monde est à égalité. 2, on a eu des pionniers qui sont allés vers la RSE et les achats responsables en particulier, parce que le chef d'entreprise, parce que le directeur achat, parce que les équipes avaient envie de s'engager. Et bravo à ces pionniers, c'est eux qui nous permettent d'être là où on est aujourd'hui. Mais pour un patron de TPE-PME, la raison principale aujourd'hui, c'est le business. C'est rentrer dans une communauté d'acteurs qui partagent des valeurs et c'est du business positif. C'est pas juste je me repeins en vert pour mieux me vendre à mon client. C'est nous partageons les mêmes valeurs. Et j'allais dire, là, on revient à l'essence même du commerce. Avec qui est-ce que vous avez envie de commercer? Avec des gens avec qui vous partagez des valeurs. Et donc, tout naturellement, des gens qui ont signé la même charte, qui ont le même label, qui se réunissent, parce qu'on les réunit 2 fois par an à Bercy pour partager ensemble, vont avoir plus tendance à faire du business ensemble qu'avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Donc, c'est vers là que nous allons, le commerce par les valeurs. Et on le voit avec les entreprises à mission, on le voit avec les raisons d'être. Ça fait partie de ce grand mouvement pour changer un petit peu la vision de ce qu'est le business, de ce qu'est l'économie, de ce qu'est la relation entre acteurs économiques aujourd'hui, et c'est tant mieux. François, je rappelle, directeur général de Pacte PME, on parlait des labels RSE, des scores RSE. Ce qu'on remarque dans le score Altares, c'est que les PME, sur les piliers E, S et G, donc je bascule sur une autre vision, fort engagement sur la partie gouvernance, je comprends. Sociétal, un peu moins. Et alors, environnemental, un peu moins. D'ailleurs, c'est en décalage avec les grands comptes. D'abord, est-ce qu'on a une bonne vision? Quel est votre regard sur les 3 piliers E, S, G, là, comment les PME s'équilibrent ou est-ce qu'elles doivent encore faire des efforts, selon vous? On voit bien que la hiérarchie finalement implicite que vous avez indiquée, c'est aussi une hiérarchie des coûts. On voit bien que s'engager pleinement dans une politique environnementale, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Une politique environnementale faite à la fois de transition énergétique, décarbonation, d'économie circulaire, de gestion de l'eau et des déchets. Dieu sait que ces sujets vont continuer de monter en puissance. Et même de protection de la biodiversité, c'est embrasser un périmètre extrêmement large. Alors même si la méthodologie passe à chaque fois, je dirais, par un état des lieux environnemental, un plan d'action, une trajectoire, elle passe surtout par des investissements. Et donc, il faut bien comprendre la crainte, effectivement, qu'ont encore jusqu'à présent nos dirigeants à s'investir dans une telle mission. Pour certains, c'est l'évidence en fonction des secteurs d'activité. Je rappelle que l'industrie représente à elle seule 1/5 des émissions de gaz à effet de serre, que 3 secteurs, la métallurgie, la chimie et tout ce qui est pièces ciment, béton, représentent une grosse partie des émissions de CO2. Donc dans ces secteurs-là, il y a quand même une appétence et en tout cas une volonté d'y aller parce que quelque part, il y a aussi des engagements très forts qui ont été pris par les grands leaders de filière. Il y a un investissement aussi très fort de l'État qui avait réuni à plusieurs reprises les 50 plus gros émetteurs français à l'Élysée. Donc voilà, il y a une impulsion publique extrêmement forte. Il y a des moyens privés extrêmement élevés. Pour autant, et je repense à la facture qu'avait présenté un peu en avance de phase Jean Pisani-Ferry, lorsqu'il avait indiqué que finalement il faudrait consacrer 60 milliards d'euros
par an supplémentaires public-privé pour réussir la transition écologique, bon, bah, on voit qu'à l'échelle des entreprises, c'est des factures qui peuvent coûter cher. Et donc, globalement, il y a encore une certaine hésitation. Mais je voudrais attirer votre attention sur un deuxième point, parce que je crois que les moyens n'expliquent pas tout. On a dans notre pays aussi un gros sujet qui est également adossé à la problématique de la réindustrialisation et de la réindustrialisation verte, c'est la question des compétences. Le président de France Industrie disait il y a encore quelques semaines qu'il nous faudrait créer 1 million d'emplois supplémentaires pour réindustrialiser massivement le pays. La vérité, c'est quand même qu'on a amorcé la fin de la désindustrialisation, puisqu'on détruit cette fois moins d'usines qu'on en crée sur la période 2017-2022, ce qui contraste très fortement avec la période 2008-2016 où on avait détruit plus de 600 usines en solde net. Et pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à aller plus vite dans la réindustrialisation et dans le verdissement de notre économie? Parce qu'on n'a pas toujours les compétences. Et là, je le dis avec une casquette supplémentaire. On est en train, avec le SCP Business School, de proposer aux cadres des entreprises, du privé et éventuellement à des agents de la fonction publique de pouvoir se former dans le cadre d'un certificat d'environ 150 heures, qui va permettre de s'engager soit vers un parcours numérique pour ceux qui souhaitent se moderniser sur ce sujet-là, soit sur un parcours écologique qui va leur permettre demain de devenir eux-mêmes responsables RSE, consultants en développement durable, consultants en décarbonation. Et on a besoin en fait de ces compétences-là pour armer, si j'osais dire réarmer l'économie française, parce que, évidemment, il faut un pilote dans l'avion, pas seulement dans l'avion, mais surtout au sein de chaque entreprise pour animer ces sujets-là. Donc tout ça va prendre du temps. C'est pour ça que je dis souvent aussi qu'il n'y aura pas de grand soir de la réindustrialisation, il n'y aura pas de grand soir de la transition écologique. C'est un travail qui va se faire à l'échelle d'une ou peut-être 2 générations. Oui, on le voit bien, je le disais en introduction, 37% des entreprises en France ont un engagement fort, d'autres s'y mettent, par contre. Voilà. On a noté un chiffre, c'est que 85% des entreprises commerciales en France ont un score RSE chez Altares. Bon, nous, on a fait ça plutôt positif, que majoritairement des entreprises s'engagent avec des niveaux différents, vous l'avez raison, elles vont peut-être prendre le temps. En tout cas, les actions qu'elles mettent en place, on les capte et on arrive à ce score. Alors, on parlait de CO2. Pierre, au niveau de l'Observatoire des achats responsables, Scope 3, CO2, est-ce qu'aujourd'hui... la réponse, je la connais, mais est-ce que... Comment les directions achats, le procurement, le supply chain considèrent leur fournisseur rang 1, faisons simple, au regard du CO2, du Scope 3 et évidemment de l'impact que ça va avoir sur leur score RSE. J'ai un chiffre que j'aime à partager. Il y a certains secteurs d'activité, je n'ai pas forcément la liste, où l'empreinte carbone des fournisseurs, c'est 80% de l'empreinte carbone totale. D'où l'intérêt de regarder ce que feront les co-traitants, les fournisseurs. Absolument, et ça a changé complètement le regard des entreprises sur leur chaîne de fournisseurs. Jusque-là, il faut pas se cacher les choses. L'entreprise était d'abord tournée vers ses clients, voire ses investisseurs, et puis elle disait aux fournisseurs de suivre. Parce que ça paraissait moins important, parce qu'il y avait de l'offre, il y avait du choix, donc voilà. Comme on disait, les achats traditionnels, c'était faire un appel d'offres, prendre le moins cher, et puis tout allait bien. Sauf que si aujourd'hui, et c'est ce qui est en train de se passer, on raisonne sur cette empreinte carbone, et effectivement, on se rend compte que les fournisseurs, non seulement d'abord c'est important, parce que sans les fournisseurs, on ne peut pas tourner, c'est 80%. Pourquoi c'est 80% de l'empreinte carbone? C'est parce que c'est souvent de 50 à 80% des biens et des services dont j'ai besoin pour satisfaire le client. Donc, il y a un éveil, un premier éveil, ça fait toujours plaisir, c'est un peu tard, mais bon, autant se réveiller un jour. Sans les fournisseurs, les grands groupes n'existeraient pas. Et en plus, toute l'innovation vient des fournisseurs aujourd'hui, donc il y a une double raison. Et la troisième raison, c'est effectivement, là, on le matérialise au travers de ce fameux Scope 3. Oui, l'impact carbone, c'est d'abord ce qu'on achète.
Et donc, si on ne travaille pas bien, intelligemment, de manière constructive, si on ne s'occupe pas de ses fournisseurs, si on ne les aide pas à progresser, parce que François l'a dit, la connaissance, elle est souvent, et la compétence, plutôt chez les grands groupes que chez les TPE-PME, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'investir. Donc, soit on se dit, j'abandonne mon scope 3, mais ça va devenir de plus en plus difficile à tenir comme position, soit on se dit, il est largement temps que je me préoccupe de ma chaîne de fournisseurs, sur son développement économique, sur son développement en termes d'innovation, mais aussi et surtout sur son développement de compétences sur l'impact carbone. Et là, il y a un énorme travail à faire. On sent que ça commence à se faire et Pacte PME s'y emploie notamment, mais il est temps de le faire. Donc oui, message à tous ceux qui nous entendent, intéressez-vous maintenant vraiment à vos fournisseurs, rentrez dans tous ces outils, chartes, labels, etc. et utilisez les outils mis en place pour faire monter en compétence vos fournisseurs pour votre bien-être personnel et pour votre compétitivité personnelle. Et pour les clients finaux que nous sommes tous. Absolument. La base, c'est ça. C'est une appétence sociétale. C'est vrai. On rappelle qu'on ne fait pas tout ça pour se faire plaisir. On fait tout ça parce que, et c'est bien, il y a une appétence sociétale aujourd'hui d'avoir un impact écologique le plus faible possible, un impact sociétal le plus important possible et d'avoir un équilibre économique entre tous les acteurs qui soit le meilleur possible. Donc profitons de cet impact parce que tout ça, ça veut dire aussi des choix de consommateurs d'aujourd'hui et à venir. François. Alors c'est la raison pour laquelle justement l'association Pacte PME a voulu créer justement une initiative, je dirais, solidaire entre les grands donneurs d'ordre et leurs fournisseurs pour accélérer l'entrée des PME dans la décarbonation et la transition énergétique. Donc on a lancé ce qu'on a appelé une alliance Pacte PME pour la décarbonation et la transition énergétique, qui a été, je dirais, impulsée au plan public par la ministre Olivia Grégoire et soutenue par la Direction générale des entreprises, et avec un parfait alignement, j'ai envie de dire, entre les intérêts de l'État, qui sont d'aller plus vite dans la décarbonation des PME industrielles, les intérêts des grands groupes qui sont en effet de ne pas délaisser ce fameux scope 3 dont a parlé Pierre, parce qu'il est responsable d'une partie non négligeable des émissions de gaz à effet de serre, et puis les intérêts des PME qui ne demandent qu'à être accompagnés pour se lancer dans ce dispositif. Nous, on a lancé cette alliance, cette coalition finalement de transition énergétique qui regroupe aujourd'hui 10 grands comptes, avec l'objectif d'accompagner plusieurs centaines de PME françaises d'ici fin 2025, début 2026, en leur offrant la possibilité, quel que soit leur niveau de maturité, on va dire énergétique aujourd'hui, de pouvoir faire un parcours complet, bilan carbone, plan d'action et choix des investissements pour mettre en œuvre la trajectoire de réduction des émissions carbone. C'est très important parce que, encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de dispositifs, mais on est toujours un peu à la recherche, quand on est une PME, de ce qu'on pourrait appeler le fameux guichet unique. Vous savez, à qui je m'adresse et pour quelles raisons. Nous, on a fait ce travail de présélection des opérateurs spécialisés en décarbonation pour que les PME n'aient pas à le faire elles-mêmes. Et on leur apporte un parcours extrêmement balisé dans lequel il y a non seulement de l'accompagnement individuel traditionnel via le bilan carbone, mais également un accompagnement collectif, filière par filière. Il y a une dizaine de jours, c'était sur les produits métalliques, parce que la métallurgie, je le rappelais tout à l'heure, est un secteur extrêmement exposé. Cet après-midi, c'est encore une autre filière, c'est la construction et le bâtiment. Eh bien, on réunit à chaque fois une quarantaine de fournisseurs pour qu'ils réfléchissent aux spécificités sectorielles de la décarbonation et à l'identification des leviers qui vont leur permettre de réduire drastiquement leurs émissions carbone. D'ailleurs, en faisant ce travail, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit jusqu'à présent, mais j'allais dire qu'on ne se fait pas seulement plaisir, mais également, potentiellement, on réduit ses coûts énergétiques, dans un contexte, là aussi, géopolitique, qui appelle quand même à se protéger des risques de volatilité des prix de l'énergie. Ça c'est clair, c'est intéressant. On parlait de l'identification de l'empreinte carbone. Je ne vais pas forcément détailler l'ensemble des sous-scores et sous-informations que nous avons chez Altares, mais nous avons un focus sur émissions de gaz à effet de serre et empreinte carbone sur ces millions de tiers. C'est passionnant de voir par secteur d'activité, par zone géographique et par taille d'entreprise comment les entreprises s'engagent à réduire leur empreinte carbone. Mais vous avez raison, initialement à la demande de leur donneur d'ordre.
Pierre, une dernière question, parce que on le voit avec nos clients responsables achats. Souvent, ils nous disent, si je dois mettre en place les 17 objectifs de développement durable, la démarche RSE, la CSRD, devoir de vigilance, hein, si je remonte un peu plus l'histoire de la France, ça a un impact sur le coût et que c'est souvent un frein de la mise en place du processus, des tâches RSE. En fin de compte, PME, oui, et grands comptes également. Comment on soutient tout ça? Comment on aide les entreprises à, en même temps, avoir une démarche réduction des coûts? C'est le premier métier des acheteurs, on en parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est évidemment ça occupe leur quotidien. Et en même temps, d'aller sur la partie RSE, souvent on nous dit faut que j'ai 2 pieds dans 2 directions différentes. Oui, et en fait non. Alors c'est assez intéressant parce qu'on mesure ça évidemment dans le cadre de l'Observatoire des achats responsables. On mesure l'évolution des achats responsables dans les entreprises. On voit aujourd'hui que près de 90% des entreprises ont quelqu'un qui s'occupe des achats responsables. Alors dans les petites, ça peut être une responsabilité partagée. Dans les grandes, il y a un acheteur spécialisé là-dessus. Donc, il y a des programmes d'achats responsables quasiment partout aujourd'hui. Et puis, on posait les questions sur les barrières, les freins, qu'est-ce qui empêche. Il y a 10 ans, effectivement, la première raison, c'était « Ah ben non, c'est trop cher ». Et puis, petit à petit, on a vu après année que ça baissait. Pourquoi ça baisse ? Parce qu'on se rend compte que non seulement ce n'est pas incompatible, mais ça va même exactement dans la même direction. Travailler sur la responsabilité des achats, c'est notamment travailler en coût complet, réfléchir sur l'ensemble du cycle de vie de ce que j'achète. Quand je commence à réfléchir sur l'ensemble du cycle de vie, je me rends compte que les coûts se répartissent sur le cycle de vie. Je prends un exemple d'une banalité absolue. Si j'achète un photocopieur qui fait juste des photocopies, je vais peut-être le payer pas cher. Mais si j'achète un photocopieur qui fait du recto verso, qui emploie du papier recyclé, qui peut utiliser de l'encre recyclée, qui s'arrête la nuit quand on ne l'utilise pas, c'est vraiment très basique comme exemple, mais ça caractérise bien. Évidemment, le jour de l'achat, il va coûter un peu plus cher. Mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il me coûtera beaucoup moins cher et j'aurais fait faire des économies à mon entreprise et j'aurais en plus fait le bien de l'écologie, de l'environnement. Cet exemple-là, on peut le multiplier sur quasiment tout ce qu'on achète. Où est-ce qu'on l'achète ? On se rend compte là aussi qu'acheter très loin, qui a été très à la mode pendant très longtemps, je vais acheter en Chine ou je ne sais pas où parce que c'est moins cher, quand on fait vraiment le coût complet de ce qu'on achète, avec maintenant l'impact carbone, mais pas que ça, les coûts de traduction, les coûts de défaillance, les coûts de transport, etc., ramenés à la France, ça coûte finalement, souvent, pas plus cher d'aller à côté et c'est beaucoup plus rassurant que d'aller très loin. Et là aussi, avantage économique et avantage environnemental. Donc non, il n'y a pas d'opposition. Au contraire, c'est juste un nouveau mode de pensée qui nous permet de concilier les deux. Et il faut arriver à le démontrer à tous les dirigeants d'entreprise. Mais je pense que là, le message, on le voit dans nos enquêtes, passe de plus en plus et c'est pour ça que cette appétence aussi pour les achats responsables monte. Non seulement on fait du bien à la planète, non seulement on fait du bien à la société, non seulement on fait du bien à nos territoires, parce que travailler avec les entreprises du territoire, c'est quand même pas mal, parce que c'est des clients et des fournisseurs aussi, mais en plus, ça ne coûte pas plus cher si on le travaille bien. Pierre, merci pour cet échange passionnant autour de la RSE, la partie observatoire des achats responsables. Madame Fabiani, bonjour et bienvenue sur cet échange autour de la RSE, la CSRD. Quel niveau d'engagement les entreprises en France ont-elles mis sur cet enjeu majeur? Je rappelle que vous êtes porte-parole et vice-présidente du MEDEF et également présidente et fondatrice de Wisecom, centre de contact basé en France, c'est-à-dire à Paris et en Corse. Ce qui évidemment nous anime sur cet échange, c'est votre regard, le regard du MEDEF sur le niveau d'engagement des entreprises en matière de RSE, pas forcément sur la CSRD qui va cibler que certaines entreprises dans les années qui vont venir, mais plutôt sur les démarches RSE de l'ensemble des entreprises, avec un regard peut-être objectif de développement durable. Oui, tout à fait. Alors, pour nous, au MEDEF, les entreprises déjà font partie de la solution au défi de la transition, c'est important de le rappeler, et le reporting de durabilité doit être un outil au service de cette transition.
On a pour les entreprises 3 défis majeurs à relever: concilier croissance et climat, le défi démographique et le maintien du modèle social et l'impact de l'IA. Ces 3 enjeux qui sont là et qui doivent être effectivement traversés, réussis. Donc effectivement, notre vision sur ce report, il est et sur son application, je dirais surtout pour toutes les entreprises, c'est que c'est une bonne chose, l'homogénéisation, ce qu'on disait effectivement, puisque la CSRD qui rentre en vigueur au 1er janvier 2024, je le rappelle, et la France est le premier à l'avoir adopté, effectivement s'applique essentiellement uniquement à une tranche d'entreprises, aux entreprises je pense que ça a sûrement été dit, mais plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 250 salariés. Mais c'est une bonne chose qu'on arrive à avoir un reporting homogène pour l'ensemble de l'Europe. Par contre, la question est derrière de sa mise en œuvre et notamment de sa difficulté dans sa mise en œuvre. Il faut qu'en fait, on ait une application pragmatique des obligations de reporting. C'est un point important. Pourquoi? Pour répondre à votre point sur toutes les entreprises, puisqu'on a bien vu que là, pour l'instant, ça s'appliquait sur certains types de taille d'entreprise. Déjà, on trouve que le seuil est assez bas, mais on va aussi avoir des effets par ricochet naturel sur l'ensemble des entreprises. Donc, c'est très important qu'effectivement, on reste sur une approche pragmatique de faisabilité pour toutes les entreprises et que la montée en charge progressive du contenu de ce reporting se fasse avec un retour d'expérience très, très concret. Puisque très vite, en fait, on va se rendre compte que des grandes entreprises vont le faire appliquer par, naturellement, leurs prestataires, leurs fournisseurs, qui n'en seront pas forcément obligés à l'origine, mais de par l'effet du marché, ils le seront. Donc ça, c'est un point important. L'autre point, ça va être aussi comment ça va être vérifié, ça va être évalué. Et puis, parce que le rôle, là, effectivement, des évaluateurs est essentiel, puisqu'on va finalement apprendre en marchant, et ça va pour les grandes entreprises, mais ça va encore plus quelque part pour les PME, pour voir comment finalement on vont être appliquées cette logique au fil du temps. C'est très intéressant, puisque vous faites un pas de côté sur la partie relation entre grands comptes, ETI et sous-traitants qui sont souvent des PME ou des ETI. Justement, sur l'aspect fournisseur, si on reste sur la partie achat, comment percevez-vous l'impact de ces réglementations dans la chaîne de valeur? On va aller jusqu'au rang 1 pour pas forcément aller trop loin, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience par l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, grands comptes ETI et co-traitants et sous-traitants? Est-ce que là, de votre regard, il y a une prise de conscience qui est homogène? Alors, il faut quand même distinguer quelque part le rapport et donc la mesure de l'action. Notamment en ce qui concerne surtout les PME, parfois certaines ETI et les grands groupes. C'est-à-dire que effectivement, dans le cadre de la mesure, c'est-à-dire ce dont on parle, c'est-à-dire la CSRD, effectivement, bien évidemment, les grands groupes sont plus en avance, même si certains nous disent, alors qu'ils sont très en avance déjà dans leurs mesures, qu'ils n'ont que 30% du reporting déjà fait pour les plus gros. Donc, ça montre bien la complexité, et alors on pourrait, pour ne pas les nommer, les juger comme plutôt en avance sur la démarche. Donc, ça veut dire que même les grands groupes peuvent se dire que ce reporting. Mais encore une fois, je reviens sur le point, il faut distinguer effectivement la mesure de l'action. Au niveau des PME, effectivement, la mesure est beaucoup moins démultipliée. C'est là où il faut les accompagner, parce que c'est du temps, parce que c'est parfois des moyens financiers, parce que parfois c'est en dehors de leur habitude et de leurs usages. Donc c'est là où il y a un accompagnement qui est majeur. Par contre, l'action, on peut le constater, est quand même tout de même souvent présente, sans pour autant être mesurée. Donc finalement, ce que va faire ce rapport, et la vraie question, c'est comment on met en adéquation mesure et action. Petit point, par exemple, n'oublions pas que de tout temps, et j'aime bien le rappeler, c'est important, de grandes ETI familiales ont forgé notre pays. Et elles avaient déjà des démarches RSE. On n'appelait bien sûr pas ça RSE, mais finalement, elles impactaient l'ensemble de leur écosystème, souvent notamment dans nos territoires, et permettaient en fait d'avoir ces démarches. Donc finalement, il faut faire le lien entre ça et cette mesure, puisque ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui font des actions et qui ne les mesurent pas. Et on le voit dans le baromètre d'Altares. Justement, le baromètre d'Altares dont on avait parlé en préparant cet échange, il révèle qu'il y a un engagement très fort sur le volet gouvernance dans les entreprises. Alors là, je fais un pas de côté sur le score ESG. Donc on passe de RSE au score ESG.
Nous, ce qu'on remarque chez Altares, c'est que l'engagement gouvernance est très fort, sociétal très fort dans les PME, environnemental un peu moins. Est-ce que vous corroborez, vous nous rejoignez sur ce constat? Alors, je pense que vous avez fait vos analyses sûrement très bien, donc je n'ai pas moi-même mené une analyse sur le sujet, mais ce qu'on peut voir sur le terrain, c'est qu'effectivement, il y a des actions, alors souvent sociétales, parce que ça couvre tous les secteurs d'activité, alors que l'environnement est peut-être parfois plus évident pour certains secteurs et moins pour d'autres. Donc, c'est pour ça que je pense que vous notez cette distinction qui me semble assez logique. Et effectivement, on voit qu'il y a une volonté de la gouvernance. La mesure doit être, et notamment le score, alors on avait discuté justement sur la façon de faire le score, et c'est l'intérêt, effectivement, peut démontrer un certain nombre de nuances et de différences entre cette mesure et cette action. Oui, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit dans ce baromètre. Alors, Madame Fiabeni, je rappelle, vous êtes donc porte-parole et vice-présidente du MEDEF et également présidente et fondatrice de Wisecom. Ce qui m'intéresse, là, c'est votre casquette d'entrepreneur. Aujourd'hui, comment s'applique la démarche RSE chez Wisecom? Nous avons créé Wisecom avec mes associés en 2005. Ce sont des centres d'appel localisés en France et on les a relocalisés en plein cœur de Paris avec l'idée de prouver qu'on pouvait être compétitif grâce à deux leviers, la RSE et l'innovation à travers l'intelligence artificielle. Et donc, nous sommes à peu près 250 salariés avec effectivement plusieurs sites, notamment à Paris et en Corse plus récemment. Voilà. Et on fait tous les métiers du centre d'appel, parce que souvent, on résume un peu le centre d'appel à des appels qui sont chez vous le soir, alors qu'on est sur des services clients, sur de la prospection B2B, sur du quality monitoring, et on travaille sur toute l'Europe, puisqu'on travaille en plus de 12 langues. Voilà. Donc vos démarches RSE au sein de Wisecom? Alors, nos démarches RSE au sein de Wisecom, comme je vous l'ai dit, alors en 2005, on n'appelait pas ça RSE, hein, bien évidemment, comme on le sait tous. On est dans un métier, le cas de Wisecom est intéressant à plusieurs titres. On est dans un métier où il y a beaucoup de tensions. Forcément, le centre d'appel n'est pas forcément vu comme un métier attractif. Il ne l'était pas en 2005, il est toujours pour autant pas tellement vu maintenant en 2024. Et pour autant, c'est un métier en pleine croissance, puisque avec l'avènement du digital, de la relation à distance et la modification des usages, ce métier se transforme. Donc effectivement, métier en croissance, métier pas forcément valorisé, pas d'école de formation, important, donc très peu maintenant, en 2005 pas du tout. Donc finalement, on n'a pas une promotion chaque année qui sort et qui sont prêts. Je reviendrai sur la RSE sur un point, notamment là-dessus aussi. Donc on n'a pas des candidats qui sont formés et prêts à l'emploi, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, on est vraiment sur ce cadre-là. Et pour autant, la France, et j'aime à le rappeler, est leader mondial des centres d'appel, puisque le numéro 1 mondial est Téléperformance, coté au CAC 40, mais mondial. Et on compte dans le top 5 deux autres sociétés d'origine française. Parce que souvent, on voit ce métier comme un métier très américain, très anglo-saxon. La RSE, nous, on l'a utilisé de la façon suivante. On s'est dit finalement, comment attirer des profils à ce métier assez décrié? Donc, c'est déjà de travailler sur une image, sur une stratégie de recrutement différente. Derrière, comment les fidéliser? Puisque c'est une source de coût de reformer en permanence, puisqu'on sait que le turnover coûte très cher et c'est aussi une source de non-qualité. Donc, on a travaillé en fait sur cet angle en se disant, on va essayer d'apporter un cercle plus virtueux, on va essayer d'améliorer ce qu'on appelle la valeur perçue, la qualité de vie pro-perso, par un certain nombre de mesures, je pourrais vous citer 2-3 exemples, qui vont nous permettre d'un côté d'attirer plus de talents, donc avoir le choix dans les profils. Donc on a beaucoup travaillé sur justement ce qu'on appelle le multipotentiel ou des choses comme ça, ce qui n'était pas forcément évident en 2005. Et on a travaillé sur un deuxième point qui était finalement comment les fidéliser à travers à la fois un parcours de formation, puisqu'on crée vraiment un parcours affûté pour tous les stades. On a travaillé sur, donc là c'est beaucoup social et sociétal, on a travaillé sur le logement, puisqu'on se porte caution pour leur logement. Et ça, c'est un point important, sachant qu'on sait en Ile-de-France les difficultés de logement, et maintenant partout en France, dans un certain nombre d'endroits, les difficultés de logement. Donc pour nous, c'est aussi, ça rentre dans la valeur perçue, parce qu'un salarié qui est bien logé, finalement, a plus d'habilité à bien travailler. On a travaillé sur le temps de trajet. Et puis, on a travaillé sur des choses du type autour de la famille, autour du Parental Act, autour de l'assurance inclusive avec Wacam et un certain nombre d'éléments. Ce qui nous permet, en fait, au fil du temps, d'avoir quelque part une valeur perçue qui est bien sûr différente selon les salariés, à travers des démarches RSE
qui deviennent des leviers de performance pour nous, puisqu'on les fidélise. On a moins de 7% de turnover, là où le marché est à plus de 20%. Donc, il y a un réel effet de performance. Et on a derrière un taux de satisfaction client qui est bien meilleur, puisqu'une meilleure qualité. Pour faire court sur le sociétal. Le deuxième angle qu'on a travaillé, puisqu'on parlait de l'environnemental, et vous avez raison, les PME, les ETI viennent parfois plus tardivement. Alors, on en est aussi l'exemple, puisque effectivement, société de centre d'appel, donc service, en quoi on peut jouer sur l'environnement, à part la sensibilisation. J'ai tendance à dire que les entreprises ont deux leviers, leur modèle économique, leur business model, où là, elles peuvent jouer sur la RSE, mais elles peuvent jouer aussi sur leurs parties prenantes, à savoir leurs salariés, leurs clients, leurs fournisseurs. Nous, on a joué d'abord sur la sensibilisation au niveau environnemental de nos salariés, puis ensuite de nos clients et de nos fournisseurs. Et maintenant, on travaille sur un nouveau modèle qui est la refonte de notre propre logique, qui est de dire qu'en centre d'appel, on va se dire l'environnement, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme modèle? C'est la data. La data est finalement une source croissante d'émissions de gaz à effet de serre et d'émissions de carbone de par son augmentation, de par ses modes d'utilisation, de par son hébergement. Et donc, effectivement, on a travaillé, puisque je vous disais en introduction qu'on travaille sur l'intelligence artificielle, on a travaillé à comment sourcer des technologies qui, alors, sont pas forcément zéro impact, mais pour autant, qui ont une démarche d'impact réduite, à savoir un hébergement dans un data center, bien évidemment, européen, voire français, mais avec une certaine logique de recyclage, derrière des datas qui ont des principes de no-code ou de low-code qui allègent, et puis derrière un principe de sensibilisation de l'ensemble de nos parties prenantes sur comment finalement le poids d'un mail. Alors, pour donner un petit chiffre, l'échange en une journée des mails dans le monde serait équivalent à une centaine d'allers-retours Paris-New York quand même. Donc, il y a quand même une vraie dimension par rapport à ça. Donc, voilà un peu les actions qu'on a faites. Donc, on a travaillé sur l'environnement et on travaille à accompagner la transition de nos clients, notamment dans leur gestion de leur data. C'est ce qu'on voit également dans le baromètre d'Altares sur les entreprises de services, puisque c'est cette large activité d'entreprises de services qui, là, ont sur ce sous-score environnemental, qui ont un score un peu plus positif que les autres secteurs. C'est intéressant de voir comment ces entreprises opèrent sur la partie environnementale et un fort sociétal chez Wisecom. Merci beaucoup Pierre Pellouzet, je rappelle, président de l'Observatoire des achats responsables, médiateur des entreprises, il ne faut pas non plus l'oublier. François Perret, directeur général de Pacte PME, professeur à l'ESCP Business School, chargé auprès du gouvernement sur le partage de valeur. On n'en a peut-être pas assez parlé, mais peut-être qu'on le refera dans un prochain exercice. Ce sera intéressant de voir comment ce point-là est fait. Merci messieurs. Paola Fabini, je vous remercie également de cet éclairage. Je rappelle que vous êtes porte-parole et vice-présidente du MEDEF et également présidente et fondatrice de Wisecom, le centre de contact qui est en France. Merci à vous. C'est un plaisir d'échanger avec vous, de la préparation, l'échange et pas mal d'informations sur ce thème passionnant. Merci bien. Merci Laurent. Merci beaucoup.